Merci de votre fidélité à ce programme que vous regardez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et d'autres, et puis bien évidemment la chaîne BGC Toscane. Merci à notre partenaire de nous soutenir dans ces programmes. Maître Renaud Portejoie est notre invité. Merci Renaud d'être avec nous. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce programme. Je vous le confiais avant que ne s'allument les caméras, j'ai reçu votre père, le bâtonnier Gilles-Jean Portejoie, il y a une quinzaine d'années, dans un de ses premiers programmes à la télévision. Je reçois le fils d'eux. C'est dur d'être le fils de quelqu'un de célèbre? Ça dépend de qui on est le fils. Ça a été à la fois facile et difficile. Ça a été facile parce que ça m'a ouvert des portes, naturellement. Ça m'a permis aussi d'embrasser cette profession. Ça a été difficile parce que mon père, étant un homme public, sur la place publique, il génère la controverse. Et donc forcément, il y a certaines inimitiés que j'ai ressenties indirectement, mais d'une façon générale, ça a plutôt été facile. Vous vous souvenez de la première fois où vous avez compris quelle était justement la raison d'être de son métier, la défense, parce que quand on est petit, on voit ses parents d'une certaine manière, puis un jour on comprend vraiment ce qu'ils font de leur vie. Vous l'avez compris, vous, ce moment-là, vous vous en souvenez? Je ne peux pas identifier un moment précis, mais j'ai le souvenir de l'avoir suivi lors de procès d'assises, alors que j'étais adolescent. J'avais 14-15 ans, donc on commence à comprendre un peu en quoi consiste la profession d'avocat, ses difficultés, ses particularités. J'ai ce souvenir d'un procès d'assises à Rodez pour l'abbé Morel. Il défendait aux côtés de Gilbert Collard cet homme d'église qui était accusé d'agression sexuelle et d'infraction sexuelle. Et ça s'était déroulé à Rodez, le tribunal étant en travaux, c'était une annexe un peu surprenante et je l'avais accompagné à ce moment-là. Il y avait un climat déjà particulier, un climat un peu délétère, beaucoup de monde qui suivait cette affaire, qui était une première en France. Je crois que j'avais 14-15 ans et c'est vrai que j'avais pris peut-être à ce moment-là un peu la mesure de ce qu'était sa profession et de sa difficulté parfois. Lorsqu'on assiste, on défend un homme ou une femme qui génère la controverse. Alors vous êtes tous avocats dans la famille. Ouais. Votre père est avocat, votre mère, je crois, Tout à est fait. avocate aussi. Votre frère, Jean-Hubert, est avocat. Vous avez des sœurs? Non, nous sommes deux frères. Bon, on parle que de défense de l'autre à la maison? On essaie parfois de parler d'autre chose, heureusement, mais c'est vrai que ça occupe nos discussions du dimanche midi, et c'est vrai que nous débriefons, nous parlons des affaires, nous parlons aussi de plein d'autres choses, heureusement, mais c'est vrai que ça occupe beaucoup nos discussions. Est-ce que vous parlez des affaires ou est-ce que vous parlez de la manière dont les hommes et les femmes se comportent devant la violence, devant les blessures? Non, chaque affaire est particulière et nous parlons des affaires. Il est difficile de faire d'une affaire une généralité. C'est toujours une affaire, à un moment donné, une personnalité, parfois une rencontre, bonne ou mauvaise, qui aboutit à une affaire et souvent à un drame humain, parce que nous parlons souvent d'affaires pénales. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais nous nous en tenons aux femmes et aux hommes que nous défendons, qu'ils soient victimes ou qu'ils soient mis en cause. C'est vrai qu'il n'y a pas de différence. Nous sommes toujours là, dans les moments difficiles. C'est compliqué, hein, c'est compliqué parce qu'il faut prendre du recul. Il faut savoir aussi être dans la distance. Je pense un peu à l'instar d'un médecin qui est confronté à la mort à longueur de journée. Ça peut paraître insupportable et j'imagine que ces professionnels mettent un peu de distance avec leurs patients. On a cette capacité, en tout cas on essaie d'avoir cette capacité, nous, de mettre de la distance avec les cas qui nous occupent et avec les drames humains. Est-ce que vous avez déjà été confronté à un client qui en fait vous dit dans un premier temps, maître, je suis innocent, et progressivement vous comprenez qu'il est coupable, et il finit par vous le dire, mais vous ne devez pas vous révéler sa culpabilité? D'une façon générale, il existe un fantasme de l'avocat qui serait dans la confidence de son client. Il faut savoir que nous sommes souvent les premiers à être dupés par nos clients qui livrent une version à la fois à l'institution judiciaire et à l'avocat qui est la même. Lorsqu'ils sont dans une posture, ils sont dans une posture, on va dire, globalisée. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de je vais livrer cela à l'institution judiciaire et je vais confier à mon avocat ce qui s'est réellement passé. Non, non. Ça n'existe pas, ça? Ça arrive de façon exceptionnelle, ou alors pour des affaires mineures, des affaires de routières, où véritablement l'enjeu judiciaire n'est pas très important. Mais sur des affaires lourdes, on a souvent affaire à des postures qui sont les mêmes. Donc on est rarement dans la confidence. Après, il peut arriver que l'on se rende compte que la version qui est livrée ne colle pas.
Et il nous appartient parfois aussi d'accompagner notre client sur le chemin de la vérité, parce qu'il en va de son intérêt judiciaire, humain aussi, mais judiciaire. C'est ça l'intime conviction, c'est ce moment où vous devez faire comprendre à l'autre que ce que vous percevez peut être salvateur. Alors l'intime conviction, ça relève plutôt des juges. C'est les juges qui doivent statuer en leur intime conviction, notamment devant la cour d'assises. L'avocat, il est dans un devoir de conseil, donc il faut savoir accompagner son client, il faut savoir aussi se confronter à son client, savoir le faire évoluer avec notre regard, notre expérience, et toujours en gardant à l'esprit que ce sont les juges qui ont le dernier mot. Donc il faut se mettre un peu à leur place. Il faut aussi accepter parfois de bousculer ses clients. Il faut savoir leur dire ce qu'ils n'ont pas forcément envie d'entendre. Vous avez défendu des gens qui ont des parcours particuliers. Je vais rester moi aussi sur la réserve. L'une de ces femmes les plus médiatiques, c'est la mère de la malheureuse petite Fiona. Quand on va voir une telle personne et que l'on essaie de comprendre ce qui s'est passé, le pourquoi elle l'a fait ou elle ne l'a pas fait, que se passe-t-il dans la tête de l'homme que vous êtes et non pas de l'avocat? Ou est-ce que d'ailleurs, ma question n'a pas lieu d'être, est-ce que vous restez avocat et vous n'êtes jamais homme? On est toujours un peu les deux, c'est difficile d'être avocat sans être homme. Bien entendu qu'on est renvoyé aussi à nos ressentis, à nos expériences, et parfois ça bouleverse. Hein. Vous savez, vous avez beau être avocat, il y a des affaires, des drames qui bouleversent. Heureusement d'ailleurs, j'ai envie de dire. Malgré tout, on essaye toujours d'être dans un cadre professionnel. On a malheureusement tellement l'habitude d'être confronté à des drames tous les jours. Drames, des décès, des violences, des séparations qui sont extrêmement douloureuses, que l'on est habitué un peu parfois. Alors, pas blasé, hein, on n'est jamais naturellement blasé de tout cela, mais on est un peu habitué et on est capable toujours, j'en parlais tout à l'heure, de mettre cette distance. Ça ne nous empêche pas, le soir parfois, avec un peu moins de recul, de se dire c'est compliqué, c'est dur, et c'est naturellement dur pour l'homme que je suis, que je reste, mais voilà, il y a quand même une posture professionnelle qui est salvatrice et protectrice. Face à un coupable dont les faits sont insoutenables et que vous êtes quand même amené à défendre, est-ce qu'il pourrait vous arriver, est-ce qu'il vous est arrivé de ne pas être suffisamment bon volontairement pour qu'il aille en prison? Jamais, jamais, et j'espère qu'il n'y a pas un avocat en France qui pourrait livrer une réponse différente. Alors où trouvez-vous la force d'être bon pour qu'il n'aille pas en prison alors qu'il mérite la prison? Alors, il faut se rappeler que l'avocat défend le criminel et jamais le crime. Alors c'est d'une banalité affligeante, mais il faut faire la distinction. On défend un homme, une femme qui à un moment donné a commis l'irréparable, et on n'est pas là pour légitimer ou justifier le passage à l'acte. On est là pour participer, lorsque la culpabilité est avérée, participer à la manifestation de la vérité et comprendre. Encore une fois, le but n'est pas systématiquement de chercher la peine qui sera la moins sévère. Le but, c'est pas forcément de tirer vers le bas par rapport aux réquisitions du ministère public. C'est aussi, dans notre mesure, pour faire le pendant avec le ministère public, de trouver peut-être une façon autre, peut-être plus humaine de comprendre comment un homme ou une femme qui est déclaré responsable, donc qui est comme vous et comme moi, peut un jour commettre l'irréparable. On cherche à comprendre. Et à partir du moment où une cour d'assises, une juridiction quelle qu'elle soit, arrive à comprendre ce passage à l'acte, les ressorts psychologiques, parfois psychiatriques, qui ont animé cet homme à commettre cela, la sanction, elle en découle, elle devient naturelle, elle devient plus simple. Donc on n'est pas là pour défendre à tout prix, on est là aussi pour participer à la compréhension. Vous croyez encore en l'humain, en l'homme, la femme? Il y a toujours derrière chaque criminel un homme ou une femme, avec ses faiblesses, ses failles, aussi ses moments bons dans une vie, et c'est jamais linéaire, c'est jamais simple, c'est jamais monolithique. Il y a toujours des moments difficiles et des moments qui sont... Et il nous appartient aussi de savoir parfois les mettre en évidence, parce que la procédure judiciaire, elle a tendance forcément on va dire, c'est un prisme particulier. On essaie de tout décortiquer de la vie d'un homme à travers les faits qui lui sont reprochés. Donc on essaie de chercher forcément ce qui, dans son parcours de vie, a pu l'amener là. Et on oublie parfois le reste. Et l'avocat est aussi là pour rappeler qu'il y a le reste. Renaud Portejoie, comment expliquez-vous que dans le monde du journalisme, qui est plus le mien, mais dans lequel on retrouve bon nombre d'avocats, celui qui regarde, celui qui lit, celui qui écoute
s'intéresse à ce point à la dimension judiciaire? Le fait divers est partout. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde nous parle des affaires judiciaires qui émaillent l'actualité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois que le citoyen s'est emparé de sa justice et des affaires judiciaires, et ça le passionne. Et d'ailleurs, nous voyons bien que la presse régionale, ce sont les faits divers qui font vendre. Nous voyons bien les émissions sur toutes les chaînes de télévision qui reprennent les grandes affaires judiciaires, pareil, du XXIe siècle. Je crois qu'aujourd'hui, le citoyen se passionne pour cela, se passionne pour ces drames-là. C'est aussi un peu, certainement, un peu une catharsis, une catharsis chez ces spectateurs qui purgent leur passion aussi à travers ces criminels-là. Il faut aussi détester, et je crois qu'on aime détester à travers les affaires judiciaires. Vous avez des enfants, Renaud? J'ai eu une fille, en effet. Elle a quel âge? 10 mois. Alors, elle est trop petite par rapport à la question que j'avais envie de vous poser, mais je vous la pose pour la suite de sa vie. Comment allez-vous lui parler justement du bien et du mal? Comment allez-vous lui parler de ce rapport à l'honnêteté, au crime et aux criminels? Question compliquée, hein. Je pense que je lui parlerai naturellement, c'est l'homme qui parlera, certainement pas l'avocat. Je pense que les choses se feront simplement. Elle ira voir papy aussi pour avoir quelques Bien sûr, explications. Je pense qu'il sera de bons conseils, comme tous ses grands-parents, et puis comme sa mère, qui est magistrat. Donc, qui aussi pourra lui présenter un autre regard sur la justice. Vous nous avez amené des photos justement, on en a vu tout à l'heure de votre père, Gilles Jean, de votre frère, avec vous, une très belle photo de vous deux, avec votre père le bâtonnier. Je voudrais un petit clin d'œil, vous m'avez aussi confié une autre photo qui m'a amusé quand j'ai ouvert mon téléphone pour la découvrir. La cuvée, faites entrer la cuvée. Et bien sûr, le jeu de mots avec faites entrer l'accusé. Texte, enfin une phrase que les magistrats prononcent régulièrement et que vous, avocats, vous connaissez. C'est quoi cette cuvée? Vous aimez le vin? J'aime le vin, mais surtout on en produit. Donc la famille Portejoie? La famille Portejoie, avec la collaboration étroite de Jean-Pierre Laurent, qui est un vigneron à Saint-Pourçain. Et donc nous avons des vignes côté de la propriété de mes parents, environ 1 hectare, de pinot noir. Et nous travaillons avec Jean-Pierre qui crée cette cuvée. Faites entrer la cuvée. Le nom choisi, suggéré par Dominique Rizet, qui était bien placé, qui nous a dit on cherchait un nom, vous voyez, avec un clin d'œil naturellement au propriétaire. Et Dominique Rizet, un confrère de BFM. Voilà, qui intervenait justement dans l'émission Faites entrer la cuvée. C'est lui qui a eu cette idée. On a trouvé ça drôle. Et puis c'est un vin qui est produit, qui est vendu et qui est très bon. Puis même s'il n'était pas bon, on dirait qu'il serait très bon. Alors vous aimez le vin, à boire avec modération, ça c'est la loi qui m'oblige à le dire, sinon je vais avoir besoin de vos services, mon cher maître. Quand vous voulez. Avec plaisir, enfin avec plaisir, j'espère le moins souvent possible, mais si j'ai besoin, je vous ferai appel. Vous aimez le vin et vous aimez aussi la gastronomie, puisqu'avec votre cousin, avec votre père, votre frère, vous avez possédé le fameux restaurant que tout Clermont visitait à l'époque, près de la mairie, le Chardonnay. Exactement, c'est on va dire... Ah, vous respirez là, on parle du chardonnay, vous respirez. Je respire tout le temps, mais c'est vrai que c'est plus facile de parler du chardonnay que de la question de l'éducation de ma fille. Donc forcément, je me libère un peu. Plus sérieusement, c'est une aventure extraordinaire, une aventure humaine, familiale, avec mon cousin que j'adore, Jean-Frédéric Chibret, son oncle Henri Chibret, mon frère et mon père. Et nous avions choisi de nous associer au sein du chardonnay pour avoir un endroit où on se retrouvait. On pouvait se retrouver avec nos clients respectifs, avec nos amis, mais aussi entre nous. Et nous avons cédé le restaurant il y a quelques années, quelqu'un qui a repris la boutique de façon de maître, mais nous aimons toujours y aller. C'est un moment important, ça a été une période importante de ma vie, puis ça a été un lieu important aussi, à titre personnel et à titre professionnel. Dans mes entretiens, on me parle souvent du rapport qu'à la table, qu'on les met, M-E-T-S, dans la relation humaine, relation professionnelle. Vous partagez, vous, ce point de vue de l'importance de la table, de la gastronomie? Les rencontres se font aussi au restaurant, au bar, au café, et puis je crois que les choses se partagent autour d'un bon repas. Je pense naturellement que tout le monde ne peut que souscrire à cette assertion, évidemment, que ce sont des moments importants, ce sont des moments qui comptent dans la vie. Après, encore une fois, avec modération et avec prudence, mais c'est vrai qu'on a passé de grands moments. J'ai ce souvenir avec mon père et avec Johnny Hallyday, il y a encore
quelques années, qui était venu après son concert manger au restaurant. C'était il y a 3 ans, je crois. On avait fait une soirée, on avait certainement un peu trop bu, on s'était amusé, on avait passé un moment merveilleux, et puis ces moments qui comptent dans la vie. D'autres moments qui comptent dans la vie, vous les avez vécus ici. On est en train de voir une très belle aquarelle, celle de la maison de vos parents. Là aussi, on a échangé par SMS. Je vous ai dit, ce lieu m'intrigue. Et vous m'avez dit, c'est la maison de mes parents. Et moi, j'ai répondu, ah, la fameuse maison du bâtonnier. Et vous m'avez répondu par SMS, oui, mais c'est celle de mes parents. C'est celle de mes parents, j'ai presque envie de dire, c'est presque celle de ma mère. Ah. C'est un peu le château de ma mère, c'est vrai que... Et la gloire de votre repère, c'est ça? Exactement, on est dans le Pagnol pur. C'est une maison que mes parents ont acquise il y a une vingtaine d'années, que ma mère prend soin, et avec un talent qui est le sien, de réhabiliter chaque année une pièce nouvelle. Et c'est un endroit qui compte aussi dans ma vie. Évidemment que c'est la maison de famille, c'est la maison du bâtonnier, c'est la maison de ma mère, c'est la maison dans laquelle je me suis marié, dans laquelle j'ai célébré le baptême de ma fille. Donc c'est évidemment quelque chose qui compte, un endroit qui compte. On a tous besoin de lieux qui comptent, et celui-ci en fait partie. Et qu'a-t-il de particulier? Il a une histoire pour nous, et puis on s'y sent bien. Je crois aux endroits qui génèrent de bonnes ondes, et c'est un endroit que ma mère a su rendre bienveillant. Vous allez travailler, vous aussi, avec votre épouse, à imaginer un lieu pour le trio que vous formez aujourd'hui avec votre fille, et qu'un jour il y ait une maison de famille, mais de la nouvelle génération des Portejois? Nous cherchons, pour tout vous dire. Donc c'est vrai que nous avons un appartement dans le centre-ville de Clermont, mais on recherche cet endroit aussi. La maison, permet ça, pas l'appartement? Différemment, et puis surtout quand on a un jeune enfant, c'est un peu différent, je pense. Les attentes sont pas les mêmes, mais bien sûr. Vous avez brièvement parlé de votre mère il y a un instant. Elle a beaucoup compté, elle compte beaucoup dans la carrière de votre père. Est-ce qu'elle compte aussi dans votre carrière, dans celle de votre frère? C'est une femme extrêmement discrète. Elle est presque toujours physiquement présente lorsque l'on voit le bâtonnier, mais elle s'efface régulièrement. On peut même être parfois étonné de savoir que c'est son épouse. La discrétion, vraiment, c'est quelque chose de très important. C'est important, puis elle pas forcément elle ressent pas le besoin de se mettre en lumière, peut-être contrairement à mon père. Après, elle est là où elle souhaite être, mais je vous garantis qu'elle a toute sa place dans tous les choix qu'a pu faire mon père tout au long de son parcours professionnel ou politique. Elle a toujours été là, elle sera toujours là, elle compte évidemment pour lui, mais elle n'a jamais souhaité se mettre en avant. Parlez-nous un petit peu de la manière dont vous vous ressourcez, maître, lorsque vous n'êtes plus avocat, entre guillemets. J'aime marcher, j'aime prendre le temps, m'occuper de ma famille. Vous lisez? Bien sûr, beaucoup. Le temps, alors j'allais dire, on n'a pas le temps. On a toujours le temps que l'on veut, que l'on souhaite, et on le prend toujours quand ça compte. Mais c'est vrai qu'il y a des moments qui sont un peu difficiles. Puis j'ai une fille qui a 10 mois, donc vous savez que c'est compliqué. C'est compliqué. Ah, les 10 mois d'un enfant, ils sont loin pour moi. Mais bon, je sais quand même que c'est compliqué. Vous arrivez à vous souvenir que c'est... Oui, j'arrive à me souvenir. J'ai encore pas totalement Alzheimer, mais j'arrive à me souvenir. Non, mais profitez-en. Bien sûr, ça accapare, mais c'est une belle occupation, et j'en profite. Voilà, c'est surtout ça qui compte aujourd'hui. Vous marchez en Auvergne, vous aimez l'Auvergne? Bien sûr. Je suis auvergnat, mes parents étaient auvergnats, donc j'ai toutes mes racines en Auvergne. J'aime beaucoup bouger. Alors, votre métier vous oblige à bouger? Oui, toutes les semaines, Jean Hubert, mon père et moi, sommes amenés à partir à Paris, à Lyon, un peu partout en France. On a un exercice professionnel qui est un peu particulier. C'est-à-dire qu'on a un cabinet principal à Clermont, un cabinet secondaire à Paris. C'est vrai qu'on rayonne un peu sur toute la France. C'est à la fois un bonheur de partir et un bonheur de revenir. Donc ça veut dire que, quoi qu'il arrive, la plaque Renault Portejoie, elle restera ici? Bien sûr. Moi, je suis fondamentalement attaché au Puy-de-Dôme, mais à Clermont en particulier. Après, tout est possible. Vous savez, on peut très bien envisager d'ouvrir des cabinets secondaires ailleurs. Partir pour mieux revenir, pourquoi pas, mais de toute façon revenir. Est-ce qu'il y a une affaire que vous aimeriez traiter? Pas d'affaires en particulier, mais toutes les affaires... Je vous vois sourire. Oui, toutes les affaires sont belles, toutes les affaires sont... Après, il y a des affaires qui sont plus ou moins relayées médiatiquement, et on a tendance à penser qu'elles sont plus belles. Elles sont difficiles, elles sont particulières, elles sont différentes, mais au final, il n'y a pas d'affaire en particulier. Je crois qu'on a déjà ce qu'il faut, et on en profite, et on a du boulot.
Une dernière question que j'ai posée à votre père il y a 15 ans, je me souviens de sa réponse, je vous la livrerai après peut-être si vous le voulez. Comment vous vous préparez, vous, avant une plaidoirie? Alors, je ne connais pas sa réponse, mais je peux l'imaginer, elle a dû être différente de la mienne. C'est un stressé absolu, il dort mal, il prépare ses... Jusque-là, vous avez juste. Il prépare ses plaidoiries, oui, je le connais un peu quand même. Et il prépare ses plaidoiries, il passe un temps inimaginable. Il a tendance à dire que tout doit être préparé à l'avance, que l'improvisation, ça se prépare. Vous êtes d'accord ou pas? Oui et non. Moi, j'ai tendance à être différent, c'est-à-dire que je suis le faux calme. Je donne l'impression parfois d'intervenir un peu en dilettante. Je travaille moins, j'apparais moins stressé, je le suis tout autant, mais je rédige peu. Et je pars du principe que la plaidoirie, c'est quelque chose qui doit être, alors, pas que spontané, mais on doit naturellement articuler, préparer. L'oratoire, c'est un sujet vaste dont on pourrait parler et que chaque avocat pourrait évoquer différemment d'ailleurs, parce que chaque avocat aussi a un rapport à l'oratoire et à l'oralité qui est différent. Mais je peux vous garantir que on est toujours stressé, il n'y a pas une affaire qui ne nous stresse pas, il n'y a pas une fois où on doit se lever devant une cour d'assises où on n'a pas mal au ventre, cette crispation, même si l'enjeu judiciaire est faible, on est toujours extrêmement stressé. Après, on gère différemment. Il y en a qui travaillent plus, il y en a qui écrivent tout, il y en a qui écrivent moins. Il y en a qui font les 100 pas, c'est ce qu'il m'avait dit, qu'il faisait souvent les 100 pas. Nous faisons tous les 100 pas. Je crois qu'il n'y a pas un avocat qui est calme et placide avant une plaidoirie, avant une intervention. Et c'est un moteur, hein. C'est encore une fois assez banal ce que je dis, mais c'est vrai que naturellement que ça fait partie aussi de l'oralité. Il faut savoir se mettre en danger pour convaincre. Rappelez-vous que nous ne sommes pas là pour livrer une explication, une version comme ça. On est là pour aller chercher les juges. On est là pour les convaincre. Donc il y a un moment, on est dans un exercice qui est compliqué, et qui consiste à être entendu, à être cru, à être suivi, donc qui nécessite qu'on y mette les tripes, qu'on se batte, qu'on se donne, qu'on se livre. On ressort transpirant de plaidoirie. C'est un exercice physique, comme un artiste peut-être, je parlais de Johnny Hallyday tout à l'heure, c'est un véritable exercice physique. Sinon, on ne convainc pas. Si on ne se donne pas entièrement, on ne convainc pas. Je ne crois pas en tout cas. Voilà. C'est donc compliqué, mais c'est un bonheur. Et à chaque fois qu'on a terminé de plaider, c'est une immense satisfaction. On a un moment où on décompresse complètement, où tout tombe. Et on attend presque tranquillement le délibéré. Contrairement à l'accusé, nous, on est généralement un peu plus serein à ce moment-là. Merci d'avoir été dans la transparence, Renaud Portejoie. Merci beaucoup à notre partenaire BGC Toscane. On sera amené à se revoir, c'est évident, sur ce plateau ou ailleurs. En tout cas, j'ai noté que vous pouvez me rendre service si un jour j'en ai besoin. Quand vous voulez, avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.